Prenez un instant pour vous détendre, respirez calmement et laissez-vous guider dans une histoire où les mots deviennent des forces capables de changer le monde. Aujourd'hui, nous entrons dans l'univers de Victor Hugo, un homme dont la plume a défié les rois, la misère et le temps. Avant de commencer, posez-vous cette question. Un écrivain peut-il réellement devenir la conscience morale d'une nation entière? Dites-le en commentaire. Si cette plongée vous intrigue, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Puis, fermez les yeux un instant, l'histoire commence. L'enfant de l'exil et des contrastes. Victor Hugo entre dans le monde au cœur d'un tumulte qui n'est pas seulement politique, mais intime, presque originel. Dès ses premiers souffles, sa vie est marquée par la tension, la fracture, le tiraillement entre deux forces qui ne cesseront jamais de s'affronter en lui. Il naît au début du XIXe siècle, à une époque où la France sort à peine des secousses révolutionnaires et où l'Empire impose son ordre martial sur l'Europe. Mais l'histoire collective n'est qu'un décor. Le vrai champ de bataille se trouve au sein même de sa famille. Son père est officier, homme de discipline, de hiérarchie et de fidélité à l'ordre napoléonien. Sa mère, au contraire, est profondément marquée par une sensibilité royaliste et catholique, nourrie de doutes, de souffrances et de solitude. Entre ces deux pôles irréconciliables, l'enfant grandit sans jamais pouvoir choisir un camp sans renoncer à une partie de lui-même. Ce conflit silencieux devient l'un des moteurs invisibles de son imaginaire. Très tôt, Victor apprend que le monde n'est pas simple, qu'il n'existe pas de vérité unique, mais des forces opposées qui s'affrontent sans se détruire totalement. L'enfance de Victor Hugo est une enfance en mouvement. Il voyage, traverse des villes, change de paysage, découvre des cultures différentes, alors que beaucoup d'enfants de son époque ne quittent jamais leur région natale. Ces déplacements constants ne sont pas de simples péripéties. Ils forgent en lui un regard attentif, presque inquiet, sur la diversité humaine. Il observe, il écoute, il mémorise. Chaque rue, chaque accent, chaque regard devient une matière future. Sans le savoir encore, il accumule les pierres avec lesquelles il bâtira plus tard ses cathédrales littéraires. Mais derrière cette ouverture au monde se cache une fragilité profonde. Victor est un enfant sensible, impressionnable, souvent seul. Il ressent intensément l'absence, la distance, l'instabilité. L'amour maternel, très fort mais parfois étouffant, le protège autant qu'il l'enferme. Sa mère projette sur lui des attentes immenses, presque écrasantes. Elle voit en lui un destin exceptionnel avant même qu'il ne comprenne ce que ce mot signifie. Cette pression silencieuse nourrit chez l'enfant une peur sourde, celle de ne pas être à la hauteur, de trahir une promesse qu'il n'a jamais formulée lui-même. C'est dans ce climat de tension affective que Victor découvre le pouvoir des mots. Lire et écrire deviennent pour lui un refuge, un territoire sûr où il peut organiser le chaos du monde. Les phrases lui offrent ce que la réalité lui refuse, de la cohérence, du sens, une justice intérieure. Très jeune, il comprend que l'écriture n'est pas seulement un jeu ou un exercice scolaire, mais une arme douce capable de transformer la douleur en forme et l'angoisse en vision. Son imagination se peuple déjà de figures grandioses et de silhouettes marginales. Il est attiré par les héros tourmentés, par les êtres rejetés, par ceux que la société regarde sans vraiment les voir. Cette fascination n'est pas accidentelle, elle reflète son propre sentiment d'étrangeté. Victor ne se sent jamais complètement à sa place. Il appartient à son époque sans s'y fondre, à sa famille sans s'y dissoudre. Cette position inconfortable devient peu à peu une force, celle de regarder le monde depuis ses failles. La peur joue également un rôle central dans cette enfance. Peur de perdre l'amour, peur du conflit, peur de l'autorité. Mais ces peurs ne paralysent pas Victor, elles l'aiguisent. Il apprend à les transformer en énergie créatrice. Là où d'autres se replieraient, il observe davantage. Là où le silence pourrait étouffer, il fait naître des mots. Cette capacité à métaboliser l'émotion deviendra l'un de ses plus grands pouvoirs. Déjà, une ambition diffuse prend forme. Non pas une ambition sociale ou matérielle, mais une ambition intérieure, celle de laisser une trace, de donner une voix à ce qui reste habituellement muet. Victor Hugo, enfant, ne rêve pas encore de gloire, mais de nécessité. Il sent confusément que son existence devra servir à quelque chose de plus vaste que lui. Cette intuition n'est ni claire ni rassurante. Elle s'accompagne d'un vertige constant, comme si une force invisible le poussait en avant sans lui montrer le chemin.
Ainsi se dessine dès les premières années le fil rouge de toute son existence, la coexistence des contraires, ordre et révolte, amour et solitude, foi et doute. Autorité et compassion. Victor Hugo n'essaiera jamais de résoudre définitivement ces tensions. Il choisira plutôt de les faire dialoguer, de les mettre en scène, de les transformer en matière vivante. L'enfant de l'exil intérieur devient peu à peu le futur écrivain des destins brisés. Ce premier socle est essentiel pour comprendre tout ce qui suivra. Rien dans l'œuvre de Victor Hugo n'apparaît par hasard. Chaque engagement, chaque combat, chaque personnage trouve sa racine dans cette enfance faite de contrastes et de déplacements. Avant d'être un géant de la littérature, il fut un enfant attentif, inquiet et profondément humain, déjà habité par la certitude que les mots pouvaient devenir un refuge, mais aussi un levier capable de soulever le monde. Lorsque vous serez prêt, je poursuivrai avec le bloc 2 en entrant dans le moment où Victor Hugo comprend qu'écrire n'est plus seulement un refuge, mais une vocation irréversible. Naître écrivain dans l'ombre de l'Empire. Victor Hugo n'entre pas en littérature comme on choisit un métier. Il y entre comme on cède à une nécessité intérieure, presque à une fatalité. À l'adolescence, quelque chose s'est déjà fixé en lui. Une certitude silencieuse, mais inébranlable, que sa vie sera liée aux mots, quoi qu'il en coûte. Cette conviction ne naît pas dans l'enthousiasme ou l'insouciance, mais dans un climat de contrainte, d'attente et de pressions idéologiques qui façonnent profondément son rapport à l'écriture. La France, dans laquelle grandit Victor, est dominée par l'héritage de l'Empire. L'autorité, la gloire militaire et la fidélité à l'ordre établi structurent la société. La littérature elle-même n'échappe pas à cette logique. Elle doit être mesurée, respectueuse des formes classiques, soumise à des règles héritées du passé. Le jeune Hugo découvre très tôt que les mots peuvent être surveillés, jugés, utilisés comme instruments de pouvoir. Cette prise de conscience marque un tournant décisif. Écrire n'est pas un geste neutre, c'est un acte qui engage. Sous l'influence de sa mère, Victor adopte d'abord des positions conservatrices. Il écrit des poèmes empreints de ferveur religieuse et de loyauté monarchique. Ses premiers textes ne sont pas de simples exercices d'imitation. Ils révèlent déjà une maîtrise étonnante du langage, une capacité à manier les images et le rythme avec une assurance précoce. Pourtant, quelque chose sonne déjà différemment. Derrière l'apparente obéissance idéologique, on perçoit une intensité émotionnelle, une urgence qui dépasse le cadre doctrinal. Le jeune écrivain cherche alors la reconnaissance, non par vanité superficielle, mais parce qu'il ressent le besoin vital d'être entendu. Les concours littéraires, les cercles intellectuels, les regards des aînés deviennent des étapes presque initiatiques. Chaque poème publié, chaque éloge reçu agit comme une confirmation. Sa voix a une place dans le monde. Mais cette quête de légitimité s'accompagne d'une peur constante, celle de n'être qu'un prodige éphémère, applaudi pour sa jeunesse plus que pour sa vérité. Victor Hugo se trouve alors face à une tension majeure. Comment être fidèle à soi-même tout en s'inscrivant dans un système qui récompense la conformité ? Cette question, il ne la formule pas encore clairement, mais elle travaille déjà ses nuits. Il sent que les règles qu'on lui enseigne sont solides, élégantes, mais parfois étouffantes. Le classicisme impose l'harmonie, la mesure, la retenue. Or, en lui, bouillonnent des images excessives, des émotions violentes, des visions qui débordent le cadre. Ses lectures jouent un rôle déterminant. Il découvre des auteurs qui osent explorer les zones d'ombre de l'âme humaine, qui parlent de souffrance, de grandeur et de chute. Ces voix résonnent profondément en lui. Elles lui montrent qu'il est possible d'écrire autrement, de faire de la littérature un espace de liberté et de confrontation. Progressivement, Victor comprend que l'écriture peut être un lieu de lutte intérieure, un champ où s'affrontent les normes et l'élan personnel. Mais cette prise de conscience ne se fait pas sans douleur. Être écrivain, pour Hugo, signifie aussi accepter la solitude. Il se sépare peu à peu de certaines certitudes familiales, tout en conservant un profond attachement affectif. Cette dissociation est difficile. Il aime sa mère, respecte son héritage moral, mais sent qu'il doit emprunter un chemin qui ne sera pas le sien. Cette fracture intime nourrit un sentiment de culpabilité, mais aussi une force nouvelle, celle de l'autonomie intellectuelle. L'Empire, omniprésent, agit comme un décor oppressant. La grandeur officielle contraste avec la misère réelle, avec les silences imposés, avec les injustices que Victor commence à percevoir.
Il observe les écarts entre le discours glorieux et la réalité humaine. Cette observation aiguise son regard critique. Sans encore s'opposer frontalement au pouvoir, il développe une sensibilité aux marges, aux oubliés, à ceux que les récits officiels effacent. À ce stade, l'écriture devient pour lui un espace d'expérimentation. Il teste les limites, explore différents registres, cherche sa voie propre. Chaque texte est une tentative, parfois maladroite, parfois brillante, mais toujours habitée par une intensité sincère. Il ne se contente pas de reproduire des formes, il les habite, les pousse, les fait vibrer. Ce travail constant forge peu à peu un style reconnaissable, ample, sonore, habité par le souffle. La peur de l'échec reste omniprésente. Victor sait que le monde littéraire peut être cruel, qu'il encense aussi vite qu'il l'oublie. Cette angoisse le pousse à travailler sans relâche. Il écrit avec une discipline presque obsessionnelle, comme s'il craignait qu'un instant de relâchement suffise à le faire disparaître. Cette rigueur deviendra une de ses marques les plus durables. L'inspiration, pour lui, n'exclut jamais l'effort. Dans cette période, un glissement fondamental s'opère. Victor Hugo cesse progressivement de voir la littérature comme un simple espace d'expression personnelle. Il commence à la percevoir comme un lieu de responsabilité. Les mots, il le sent, peuvent consoler, dénoncer, éveiller. Ils peuvent aussi mentir, flatter, masquer. Cette ambivalence le fascine et l'inquiète. Elle nourrit une réflexion profonde sur le rôle de l'écrivain dans la société. N'être écrivain dans l'ombre de l'Empire, c'est donc apprendre à parler sous surveillance, à penser dans un cadre rigide, tout en préparant intérieurement une rupture. Victor Hugo n'est pas encore le révolté, ni le tribun, ni la conscience nationale, mais les fondations sont posées. Son rapport au pouvoir, à la loi, à la justice commence ici, dans cette tension entre admiration et doute, entre héritage et désir de dépassement. Ce bloc de sa vie est essentiel. Il montre que le génie ne surgit pas dans le vide, mais dans un contexte précis, souvent contraignant. Hugo se construit contre et avec son époque. Il apprend ses codes pour mieux les transformer. Il accepte d'abord l'ombre pour comprendre comment faire naître la lumière. Dans le prochain chapitre, cette ambition encore intérieure va se confronter à un espace concret, brûlant et impitoyable, Paris. Là, Victor Hugo devra affronter non seulement le regard des autres, mais aussi ses propres limites, dans une ville qui ne pardonne ni la faiblesse, ni l'illusion. La conquête de Paris et la fin de reconnaissance. Entrer à Paris pour Victor Hugo ne signifie pas seulement changer de décor. C'est pénétrer dans un espace où tout se joue, où chaque regard peut consacrer ou anéantir, où la parole circule avec une violence et une rapidité inconnues jusque-là. Paris est une épreuve, une ville-monde, compacte, bruyante, saturée d'ambitions concurrentes. Pour le jeune écrivain, elle représente à la fois une promesse et une menace, celle d'exister pleinement ou de se dissoudre parmi d'autres voies tout aussi ardentes. Victor arrive à Paris avec une réputation naissante, mais fragile. Il n'est plus un inconnu, sans être encore une figure incontournable. Cette position intermédiaire est inconfortable. Il doit constamment prouver, convaincre, défendre son talent. Les salons littéraires deviennent des arènes feutrées où l'on se jauge derrière des sourires polis. Chaque lecture publique, chaque publication est scrutée, commentée, parfois déformée. Hugo découvre alors que la reconnaissance n'est jamais purement esthétique. Elle est sociale, politique, souvent stratégique. La ville elle-même agit comme un révélateur. Paris expose brutalement les contrastes qu'il avait déjà pressentis ailleurs, mais jamais avec une telle intensité. La splendeur des façades côtoie la misère la plus crue. Les discours brillants masquent des existences brisées. Victor observe ces fractures avec une attention presque douloureuse. Il marche, regarde, écoute. Les rues deviennent pour lui des livres ouverts, remplis de personnages anonymes, dont les vies semblent crier sans être entendues. Cette immersion nourrit profondément son imaginaire. Il commence à comprendre que la littérature ne peut se contenter de représenter les élites ou les idéaux abstraits. Elle doit descendre dans la rue, s'approcher des corps fatigués, des regards éteints, des destins invisibles. Cette intuition ne se transforme pas encore en programme explicite, mais elle s'enracine lentement, comme une graine enfouie sous le tumulte. À Paris, la concurrence est rude. Les écrivains se multiplient,
Les écoles s'opposent, les querelles esthétiques deviennent presque personnelles. Hugo ressent cette tension comme une stimulation autant que comme une menace. Il se sait observé, parfois attendu, parfois critiqué avec une sévérité disproportionnée. Chaque succès est suivi d'un soupçon, chaque audace d'un rappel à l'ordre. Cette pression constante forge en lui une endurance psychologique rare. La fin de reconnaissance chez Hugo n'est pas seulement le désir d'être célèbre, elle est plus profonde, presque existentielle. Être reconnu signifie être légitime, avoir le droit de parler, d'intervenir dans le débat collectif. Dans une société où la parole est un pouvoir, rester à la marge équivaut à une forme de silence imposé. Victor refuse ce silence. Il veut exister pleinement dans l'espace public, non pour dominer, mais pour peser. Cette ambition le pousse à travailler avec une intensité accrue. Il écrit sans relâche, affine son style, cherche l'équilibre entre force et clarté. Il apprend à maîtriser non seulement les mots, mais leur réception. Il comprend que la forme est indissociable du message, que la puissance d'une idée dépend souvent de la manière dont elle est portée. Cette lucidité stratégique ne l'éloigne pas de la sincérité. Elle lui permet au contraire de la rendre audible. Mais Paris ne pardonne pas les hésitations. Les moments de doute sont fréquents. Victor se confronte à ses propres limites, à la peur de ne pas être à la hauteur de l'image que certains projettent déjà sur lui. Cette peur, loin de l'écraser, devient un moteur. Elle l'oblige à se renouveler, à ne pas se reposer sur des acquis encore fragiles. Il comprend que le talent n'est pas un état, mais un mouvement constant. Dans cette période, son rapport aux autres écrivains évolue. Il admire certains, se méfie d'autres, entre en conflit avec ceux qui refusent toute remise en question des normes établies. Ces affrontements ne sont pas uniquement esthétiques, ils traduisent des visions de monde opposées. Pour Hugo, la littérature ne peut rester figée. Elle doit évoluer avec la société, accueillir le désordre, la contradiction, l'excès même. Cette conviction commence à se structurer, à se durcir. La ville elle-même agit comme sur sa vie intérieure. Paris amplifie la solitude autant que la stimulation. Entouré de monde, Victor se sent parfois plus seul que jamais. Cette solitude n'est pas vide, elle est habitée par une intensité réflexive. Il s'interroge sur sa place, sur le sens de son effort, sur le prix à payer pour rester fidèle à soi-même dans un environnement qui récompense souvent le compromis. Ces questions nourrissent une maturité précoce. Peu à peu, Victor comprend que conquérir Paris ne signifie pas la séduire passivement, mais la confronter. Il ne s'agit pas de plaire à tout prix, mais de proposer une vision capable de résister aux modes. Cette prise de conscience marque une étape décisive. Il accepte l'idée que le rejet fait partie du chemin, que l'innovation authentique dérange nécessairement. Cette acceptation lui donne une liberté nouvelle, presque vertigineuse. La reconnaissance commence alors à prendre une autre forme, moins immédiate, mais plus profonde. Certains lecteurs, certains critiques perçoivent déjà la singularité de sa voix. Ils sentent qu'il ne s'agit pas simplement d'un talent prometteur, mais d'une force en devenir. Cette reconnaissance partielle suffit à nourrir sa détermination. Hugo n'a pas besoin d'un consensus, il cherche des échos vrais. Dans cette conquête de Paris, un glissement subtil s'opère. Hugo cesse progressivement de se définir uniquement comme un jeune écrivain en quête de place. Il commence à se penser comme un acteur du paysage intellectuel, porteur d'une responsabilité plus large. Cette transformation est lente, presque imperceptible, mais décisive. Elle prépare le terrain d'une rupture plus visible, plus assumée, qui ne tardera pas à éclater. Paris, en somme, n'est pas seulement un décor ou un obstacle, elle est un creuset. Elle éprouve Victor Hugo, l'use, le stimule, le révèle. Elle lui apprend que la reconnaissance véritable ne se mendie pas, elle se conquiert par la cohérence, la persévérance et le courage d'aller au bout de sa vision. Dans ce bloc suivant, cette vision trouvera un nom, un mouvement, une arme esthétique puissante. Face aux règles figées et aux étentes étroites, Victor Hugo s'engagera dans une révolution littéraire qui changera durablement le visage de la littérature française, le romantisme. Le romantisme comme arme et comme révolution. Lorsque Victor Hugo s'engage pleinement dans le romantisme, il ne s'agit pas pour lui d'adhérer à une mode passagère ni de rejoindre un simple courant esthétique. Ce choix marque une rupture profonde, presque existentielle,
avec une certaine idée de l'ordre, de la mesure et de la hiérarchie héritée du passé. Le romantisme devient pour lui un champ de bataille, un espace où la littérature peut enfin dire ce que la société tente de contenir, de lisser ou de faire taire. À cette époque, le paysage littéraire français est encore dominé par des règles strictes, issues d'une tradition classique qui valorise l'équilibre, la retenue et la conformité aux modèles anciens. Le beau doit être maîtrisé, l'émotion contenue, l'excès banni. Hugo ressent ces principes comme une cage dorée. Il en reconnaît la rigueur, mais en perçoit aussi la violence silencieuse, celle qui exclut tout ce qui déborde, tout ce qui souffre, tout ce qui ne rentre pas dans la norme. Le romantisme lui offre une autre voie. Il affirme que l'émotion est une force légitime, que le sublime peut naître du grotesque, que la beauté et la laideur ne sont pas des contraires, mais des partenaires indissociables. Cette vision correspond intimement à l'expérience intérieure de Hugo. Depuis l'enfance, il a vécu dans la coexistence des opposés. Le romantisme ne lui apprend pas cette dualité, il lui donne enfin un langage pour l'exprimer. Mais choisir le romantisme, c'est aussi accepter le conflit. Les oppositions sont immédiates, parfois violentes. Les défenseurs de la tradition voient dans ce mouvement une menace pour l'ordre culturel, voire moral. Hugo devient alors une figure centrale, non seulement par son talent, mais par sa capacité à théoriser, à défendre, à incarner cette nouvelle sensibilité. Il comprend que la révolution esthétique ne peut se faire sans affrontement. Les idées doivent être portées avec force, au risque de choquer. Dans ce combat, Hugo développe une qualité essentielle, le courage intellectuel. Il ose affirmer que la littérature doit refléter la totalité de l'expérience humaine, y compris ses zones les plus sombres. Il refuse l'idéalisation artificielle qui transforme les personnages en symboles figés. Pour lui, les êtres humains sont complexes, contradictoires, traversés par des passions qui les élèvent autant qu'elles les détruisent. Cette vision nourrit une écriture ample, vibrante, parfois excessive, mais toujours habitée. Le romantisme devient ainsi une arme contre l'hypocrisie sociale. En mettant en scène la souffrance, la marginalité, la déchéance, Hugo oblige ses lecteurs à regarder ce qu'ils préféreraient ignorer. Il ne s'agit pas de provoquer pour provoquer, mais de révéler. La littérature, dans cette perspective, n'est plus un divertissement élégant, elle devient un miroir tendu à la société, parfois cruel, souvent dérangeant. Cette période est également marquée par une intensification de la vie intérieure de Hugo. Il se sent investi d'une mission, sans toujours pouvoir la formuler clairement. Cette mission n'est pas politique au sens strict, mais elle touche déjà à la justice, à la dignité, à la place des exclus. Le romantisme agit comme un catalyseur. Il transforme une sensibilité personnelle en une posture publique. Hugo commence à parler non seulement en son nom, mais au nom de ceux qui n'ont pas accès à la parole. La peur, cependant, n'a pas disparu. Elle change de forme. Ce n'est plus la peur de l'échec individuel, mais celle de la trahison. Trahir le romantisme en le réduisant à une esthétique superficielle. Trahir les idéaux qu'il commence à porter en cédant au compromis. Cette peur le pousse à une exigence extrême envers lui-même. Chaque œuvre doit être à la hauteur de l'ambition proclamée. Chaque mot doit porter un poids moral, autant qu'esthétique. Les confrontations intellectuelles qui accompagnent cette révolution ne sont pas abstraites. Elles se traduisent par des débats passionnés, des critiques virulentes, des prises de position publiques. Hugo apprend à encaisser les attaques, à transformer la polémique en énergie créatrice. Il comprend que le scandale peut être un révélateur, un signe que quelque chose de vivant est en train de naître. Cette capacité à faire face au rejet deviendra l'un de ses traits les plus constants. Peu à peu, le romantisme façonne aussi son rapport au temps. Hugo ne cherche plus seulement à être reconnu par ses contemporains, il commence à écrire avec une conscience aiguë de la postérité. Non par orgueil, mais parce qu'il sent que certaines vérités dépassent l'instant. Le romantisme lui offre cette perspective élargie, celle d'une littérature qui dialogue avec l'avenir, qui ose poser des questions sans réponse immédiate. Dans ce contexte, l'écriture devient presque physique. Hugo écrit avec le corps autant qu'avec l'esprit. Le rythme, la musicalité, la puissance des images témoignent d'un engagement total. Il ne s'agit plus de produire des textes, mais de faire surgir des mondes.
Cette intensité marque profondément ceux qui le lisent ou l'écoutent. Même ses adversaires reconnaissent la force du phénomène. Le romantisme, pour Hugo, n'est donc pas une étape parmi d'autres, il est une fondation. Il lui permet de relier son histoire personnelle à une vision plus large de l'humanité. Il lui donne les outils pour parler de l'injustice, de la misère, de la grandeur morale, sans sacrifier la beauté de la langue. Cette synthèse entre l'esthétique et l'éthique devient sa signature. À travers cette révolution, Hugo commence à comprendre que la littérature peut avoir un impact réel sur le monde. Elle peut changer des regards, fissurer des certitudes, préparer des transformations plus vastes. Cette prise de conscience est décisive. Elle prépare le terrain d'une œuvre où les lieux eux-mêmes, les pierres, les villes, deviendront des personnages porteurs de mémoire et de sens. Dans le prochain bloc, cette vision romantique trouvera une incarnation spectaculaire dans une œuvre où une cathédrale parlera au nom des oubliés et où l'histoire, la pierre et l'âme humaine se mêleront indissociablement. Notre-Dame de Paris ou la voix des pierres oubliées. Lorsque Victor Hugo se tourne vers la cathédrale Notre-Dame, il ne choisit pas un simple décor monumental. Il choisit une mémoire. À ses yeux, les pierres ne sont pas muettes. Elles portent les traces des siècles, des croyances, des violences et des silences imposés. En faisant de la cathédrale le cœur battant de son récit, Hugo franchit une étape décisive. Il donne une voix à ce qui semblait immobile, éternel et pourtant menacé d'oubli. À cette époque, le patrimoine médiéval est largement négligé, parfois méprisé. Les édifices anciens sont mutilés, transformés, détruits sans que cela n'émeuve profondément l'opinion. Hugo perçoit dans cette indifférence un symptôme plus large. Une société qui efface son passé finit par perdre sa capacité à comprendre le présent. Notre-Dame devient alors un symbole, non seulement architectural, mais moral. Défendre la cathédrale, c'est défendre l'idée même de continuité humaine. Dans ce roman, la ville de Paris cesse d'être un simple cadre urbain. Elle devient un organisme vivant, traversé de tensions, de hiérarchies et d'exclusions. Hugo déploie une vision verticale de la société. Au sommet, le pouvoir religieux et politique, en bas, les marginaux, les déformés, les invisibles. Cette structure n'est pas abstraite, elle s'incarne dans les personnages dont les destins sont étroitement liés à la pierre, aux escaliers, aux recoins sombres de la cathédrale. Le choix de figures rejetées par la norme est central. Hugo ne les présente pas comme de simples victimes, mais comme des êtres dotés d'une intériorité complexe, d'émotions puissantes, de désirs et de peurs profondes. Leur difformité physique ou sociale devient un miroir cruel de la difformité morale de la société qui les exclut. En cela, Hugo poursuit son compas romantique, révéler la beauté tragique là où l'on ne voit habituellement que la monstruosité. La cathédrale elle-même agit comme un personnage. Elle observe, protège, écrase parfois. Ses cloches, ses hauteurs vertigineuses, ses ombres profondes structurent les émotions et les actions. Hugo utilise l'architecture comme un langage. Chaque pierre raconte une époque, chaque gargouille semble juger les hommes qui passent à ses pieds. Cette manière de faire parler l'espace est une innovation majeure. Elle élargit le champ du roman et transforme le lecteur dans un explorateur d'un monde total. À travers cette œuvre, Hugo exprime aussi une peur intime, celle de la disparition. Disparition des monuments, des mémoires, des voix singulières. Il sent que le progrès, s'il n'est pas accompagné de conscience, peut devenir une force d'effacement. Notre-Dame de Paris est ainsi traversée par une mélancolie profonde, mais aussi par une colère contenue. Le roman accuse sans jamais prêcher, montre sans expliquer lourdement. Cette retenue renforce sa puissance. L'écriture ici atteint une ampleur nouvelle. Hugo mêle description monumentale et plongée psychologique avec une liberté qui déstabilise autant qu'elle fascine. Il ne cherche pas la fluidité confortable, mais l'impact. Le lecteur est parfois écrasé par la densité, comme les personnages le sont par la cathédrale. Cette expérience de lecture n'est pas accidentelle. Elle reflète la vision hugolienne d'un monde où l'homme est à la fois minuscule et porteur d'une dignité infinie. Ce roman marque également un tournant dans la perception publique de Hugo.
Il n'est plus seulement un chef de file du romantisme, mais un écrivain capable de transformer une œuvre de fiction en acte culturel. Notre-Dame de Paris agit sur les consciences, réveille l'intérêt pour le patrimoine, modifie le regard porté sur le Moyen-Âge. Hugo découvre alors, de manière concrète, que la littérature peut produire des effets tangibles, mesurables, durables. Mais ce succès n'apaise pas toutes ses inquiétudes, au contraire, il les approfondit. Avoir été entendu pose une nouvelle question. Que faire de cette écoute? Hugo sent que son rôle dépasse désormais la sphère artistique. Les pierres ont parlé, mais d'autres voix attendent encore. Les misérables, les condamnés, les oubliés de l'histoire contemporaine réclament aussi une parole. Cette prise de conscience prépare une évolution plus radicale. Notre-Dame de Paris agit donc comme un seuil. Il clôt une période centrée sur la révolution esthétique et ouvre un cycle où l'engagement moral et politique deviendra de plus en plus explicite. Hugo a prouvé qu'il pouvait faire parler les pierres, il va désormais tenter de faire entendre les hommes face à des pouvoirs moins immobiles, mais autant écrasants. Dans le prochain bloc, cette tension entre l'écrivain et l'autorité va s'intensifier. Hugo ne se contentera plus de suggérer ou de symboliser, il commencera à affronter directement le pouvoir, au risque de tout perdre, y compris sa place au cœur de la nation. L'écrivain face au pouvoir et la naissance de l'opposant. Après avoir donné une voix aux pierres et aux oubliés du passé, Victor Hugo se retrouve face à une question inévitable. Que faire lorsque le présent, lui aussi, exige d'être interrogé, dénoncé, mis en lumière? Le succès littéraire lui a offert une tribune, mais cette visibilité s'accompagne d'une responsabilité nouvelle. Hugo comprend que rester silencieux face aux injustices de son temps reviendrait à trahir tout ce qu'il a commencé à défendre par l'écriture. Au départ, son rapport au pouvoir reste ambigu. Il a grandi dans le respect de l'autorité, nourri d'une admiration initiale pour les structures fortes capables d'organiser la société. Cette disposition ne disparaît pas brutalement, elle se fissure. Peu à peu, Hugo perçoit les limites d'un pouvoir qui se protège davantage qu'il ne protège les plus vulnérables. Il observe comment les institutions parlent au nom du peuple tout en l'éloignant de la parole réelle. Cette contradiction devient pour lui insupportable. L'écrivain commence alors à intervenir publiquement. Ses prises de position ne sont ni impulsives ni superficielles, elles sont le fruit d'une réflexion profonde sur la justice, la loi et la dignité humaine. Hugo ne cherche pas la provocation gratuite, il cherche la cohérence. Lorsqu'il parle, c'est parce qu'il estime que le silence serait une forme de complicité. Cette posture marque une rupture nette avec l'image de l'écrivain retiré du monde, enfermé dans sa tour d'ivoire. Affronter le pouvoir, cependant, n'est jamais sans risque. Hugo le sait, il connaît la fragilité des réputations, la violence des retournements d'opinion. Mais une fois engagé sur ce chemin, il ne peut plus reculer sans se renier. Il découvre que l'opposition n'est pas seulement un acte extérieur, mais une transformation intérieure. Il doit accepter d'être incompris, caricaturé, parfois trahi par ceux qui l'avaient admiré pour des raisons purement esthétiques. Cette période est marquée par une intensification de ses peurs. Peur de perdre son influence, peur de voir son œuvre réduite à ses opinions, peur de devenir un symbole figé plutôt qu'une voix vivante. Mais ces peurs sont contrebalancées par une conviction grandissante, l'écrivain a le devoir de se tenir là où la parole manque. Hugo ne prétend pas incarner le peuple, mais il refuse de détourner le regard lorsque ce peuple est écrasé par des mécanismes qu'il ne contrôle pas. Sa parole gagne en gravité, elle devient moins lyrique, plus tranchante, sans perdre sa force poétique. Hugo apprend à manier le discours public avec la même précision que la fiction. Il comprend que chaque mot peut être repris, déformé, instrumentalisé. Cette conscience aiguë renforce son exigence. Il pèse ses phrases, non par prudence excessive, mais par respect pour ceux qu'ils peuvent toucher ou exposer. L'opposition d'Hugo n'est pas systématique. Il ne s'oppose pour s'opposer. Il soutient ce qu'il estime juste, critique ce qu'il juge inhumain. Cette nuance dérange, elle échappe aux catégories simples. Certains voudraient le ranger définitivement dans un camp, mais Hugo résiste à cette réduction. Il se pense avant tout comme une conscience libre, fidèle à des principes plutôt qu'à des alliances. Peu à peu, cette position l'isole. Les cercles de pouvoir se ferment, les soutiens se raréfient, les attaques se font plus personnelles.
Hugo découvre la solitude de celui qui refuse les compromis faciles. Cette solitude, loin de l'éteindre, renforce sa détermination. Il puise dans son expérience intime, dans ses blessures anciennes, pour continuer à avancer. L'enfant partagé entre des forces contraires est devenu un homme capable de tenir dans la tension. Ce face-à-face avec le pouvoir transforme profondément sa vision de la littérature. Écrire ne suffit plus, il faut aussi agir, parler, se montrer. La plume et la voix publique deviennent indissociables. Hugo accepte cette dualité, même si elle l'expose davantage. Il sait désormais que son destin d'écrivain est lié à celui de la cité, que ses mots résonneront bien au-delà des pages. Ce bloc marque la naissance définitive de l'opposant, pas d'un révolutionnaire aveugle, mais d'un homme qui a choisi de placer la dignité humaine au-dessus de sa propre sécurité. Cette décision n'est pas héroïque au sens romantique, elle est lourde, parfois douloureuse. Elle ouvre la voie à des sacrifices encore inimaginables à ce stade. Dans le prochain chapitre, cette opposition latente se transformera en rupture ouverte. Hugo devra affronter non seulement l'hostilité politique, mais aussi l'épreuve la plus déstabilisante qui soit pour un écrivain enraciné dans sa langue et son pays, la perspective de l'exil. L'exil intérieur avant l'exil géographique. Avant même de quitter physiquement la France, Victor Hugo fait l'expérience d'un exil plus discret, mais tout aussi profond, l'exil intérieur. Ce n'est pas encore la séparation des frontières, mais celle des consciences. Peu à peu, il comprend qu'il ne parle plus depuis le centre, mais depuis une marge qui s'élargit à mesure que sa parole devient plus libre. Ce décalage n'est pas immédiatement visible, mais il s'insinue dans chaque geste, chaque texte, chaque silence. Hugo ressent que le pays qu'il aime ne l'écoute plus de la même manière. Les regards changent, les soutiens deviennent prudents, parfois tièdes. Là où ses mots suscitaient autrefois l'admiration, ils provoquent désormais l'embarras ou l'agacement. Cette transformation est douloureuse, car elle ne repose pas sur une rupture affective, mais sur une divergence de valeurs. Il n'a pas cessé d'aimer la France. C'est précisément pour cela qu'il refuse de se taire. Cet exil intérieur se manifeste d'abord par une solitude accrue. Hugo est entouré, mais il se sent de moins en moins compris. Les conversations se chargent de non-dits, les amitiés se fragilisent. Certains se détournent par peur, d'autres par lassitude. Il découvre que l'engagement a un coût humain immédiat. Cette prise de conscience n'est pas théorique, elle traverse son quotidien, affecte ses relations, nourrit une mélancolie sourde. Dans cette période, Hugo approfondit sa réflexion sur la notion de justice. Il ne s'agit plus seulement de dénoncer des abus visibles, mais de comprendre les mécanismes invisibles qui produisent l'exclusion. Il observe comment les institutions façonnent les consciences, comment la peur se diffuse, comment le conformisme devient une seconde nature. Cette lucidité renforce son sentiment d'étrangeté. Il voit ce que beaucoup préfèrent ignorer. L'exil intérieur est aussi une épreuve identitaire. Hugo doit redéfinir sa place. N'étant plus porté par l'approbation générale, il ne peut compter que sur sa cohérence personnelle. Cette situation l'oblige à un examen de conscience constant. Pourquoi parler? Pour qui écrire? À quoi serviront ces mots si l'écoute se réduit? Ces questions ne trouvent pas de réponse simple. Elles creusent, inquiètent, mais affinent aussi son regard. La peur change d'encore de nature. Elle n'est plus celle de l'échec ou du rejet immédiat, mais celle de l'inutilité. Hugo craint que ses paroles, pourtant justes à ses yeux, se perdent dans le bruit ou l'indifférence. Cette crainte pourrait le conduire au renoncement. Elle produit au contraire un durcissement intérieur. Il comprend que la valeur d'une parole ne dépend pas uniquement de son audience, mais de sa nécessité morale. Dans cet isolement croissant, l'écriture devient plus dense, plus grave. Hugo n'écrit plus pour convaincre, mais pour témoigner. Il accepte l'idée que certaines vérités doivent être dites, même si elles ne sont pas accueillies. Cette posture modifie profondément son rapport au temps. Il n'écrit plus seulement pour l'instant présent, mais pour une mémoire future, pour des lecteurs qu'il ne connaîtra jamais. Cet exil intérieur agit également sur sa perception de la nation. Hugo cesse de confondre le pays avec ses gouvernants. Il distingue plus nettement la France officielle de la France vécue, celle des rues, des familles, des existences modestes. Cette distinction lui permet de continuer à aimer son pays sans cautionner ceux qui parlent en son nom.
Elle nourrit une loyauté paradoxale, faite de critique et de fidélité. Mais cette position devient de plus en plus difficile à tenir. Les tensions politiques s'intensifient, les lignes se durcissent. L'espace pour une parole indépendante se réduit. Hugo sent que l'équilibre est fragile, que la rupture n'est plus une hypothèse lointaine, mais une possibilité imminente. Cette intuition pèse sur lui comme une menace silencieuse. L'exil intérieur prépare ainsi l'exil géographique. Il agit comme une zone de transition, une lente séparation émotionnelle et symbolique. Hugo s'habitue à l'idée de perdre ce qui lui est cher, de vivre sans certaines attaches. Cette préparation involontaire lui donnera la force de traverser ce qui vient, mais elle n'enlève rien à la douleur. Ce bloc est essentiel pour comprendre la suite. L'exil de Victor Hugo ne sera pas une fuite soudaine, mais l'aboutissement d'un processus long, éprouvant, profondément humain. Avant de quitter sa terre, il a déjà quitté une forme de confort intérieur. Il a accepté d'être en décalage, de vivre dans l'inconfort de la vérité assumée. Dans le prochain chapitre, cet exil deviendra concret. Les frontières se refermeront derrière lui et Hugo devra apprendre à vivre loin de sa langue quotidienne, de ses paysages familiers, tout en transformant cette distance en une force créatrice inattendue. Les années d'exil et la transformation du regard. Lorsque Victor Hugo quitte la France, l'exil cesse d'être une abstraction intérieure pour devenir une réalité tangible, quotidienne, irréversible. La séparation n'est pas seulement géographique, elle est sensorielle, affective, presque corporelle. Les paysages changent, les voix se modifient, le rythme de la vie se ralentit. Hugo découvre ce que signifie vivre hors du centre, loin du tumulte parisien, loin de l'attention immédiate du public. Cette distance, d'abord vécue comme une blessure, va progressivement transformer son regard sur le monde et sur lui-même. Les premières années d'exil sont marquées par une douleur sourde. Hugo ressent l'arrachement comme une injustice personnelle, mais aussi comme une violence symbolique. Être éloigné de son pays, de sa langue parlée au quotidien, de ses repères culturels, équivaut à une forme de mise au silence. Il n'est plus au cœur du débat public. Ses paroles mettent plus de temps à circuler, parfois se perdent. Cette sensation d'effacement est difficile à accepter pour un homme dont la vie a été construite autour de la parole partagée. Mais l'exil impose aussi un nouveau tempo. Le temps ne s'écoule plus de la même manière. Loin des urgences politiques immédiates, Hugo se retrouve face à lui-même dans une solitude plus profonde, moins bruyante. Cette solitude agit comme un révélateur. Elle amplifie les souvenirs, intensifie les émotions, oblige à revisiter le passé. Les figures de l'enfance, les conflits anciens, les peurs enfouies refont surface avec une clarté parfois douloureuse. Peu à peu, Hugo comprend que l'exil n'est pas seulement une privation, mais aussi une position d'observation privilégiée. Être à distance permet de voir autrement. Les événements prennent une autre échelle, les passions politiques apparaissent dans leur fragilité, leur répétition. Hugo développe un regard plus large, presque panoramique sur l'histoire humaine. Il ne se contente plus d'analyser des situations particulières, il cherche à comprendre les mécanismes profonds qui les produisent. Cette transformation du regard se manifeste dans son écriture. Elle devient plus ample, plus méditative, moins liée à l'actualité immédiate. Hugo écrit désormais avec la conscience d'un homme qui parle depuis la marge, mais pour le centre. Cette position paradoxale lui donne une liberté nouvelle. Il n'a plus à ménager d'alliances, à craindre des représailles directes. Il peut aller au bout de sa pensée, explorer des idées qu'il n'aurait peut-être pas osé formuler auparavant. L'exil renforce également sa compassion. Vivre loin de chez soi, dépendre de l'hospitalité d'autrui, ressentir la fragilité de sa propre situation, rapproche Hugo de tous ceux qui vivent dans l'instabilité et l'incertitude. Cette expérience n'est pas théorique, elle est vécue, incarnée. Elle nourrit une empathie plus profonde pour les exclus, les déplacés, les oubliés. L'exil devient ainsi une école morale. La peur, cependant, ne disparaît pas. Elle se transforme encore. Elle devient une peur de l'oubli. Hugo craint que le temps efface son œuvre, que son absence le rende invisible. Cette angoisse le pousse à une discipline de travail rigoureuse. Il écrit avec une constance presque monastique, comme pour lutter contre l'effacement par l'accumulation de sens.
Chaque page devient une affirmation d'existence. Dans cet éloignement forcé, Hugo redéfinit aussi son rapport à la France. Il cesse de la voir uniquement comme un territoire politique, elle devient une idée, une promesse, parfois une douleur. Il écrit pour une France future, qu'il espère plus juste, plus attentive aux plus faibles. Cette France imaginaire n'est pas une fuite, elle est un horizon. Elle lui permet de supporter la distance sans renoncer à l'engagement. Les années d'exil transforment donc Hugo en profondeur. Elles l'éloignent du rôle de polémiste immédiat pour l'amener vers celui de penseur universel. Il ne parle plus seulement au nom d'un contexte précis, mais au nom d'une expérience humaine partagée. Cette universalisation de sa parole est l'un des effets les plus durables de l'exil. Ce temps de retrait forcé agit comme une maturation lente. Hugo apprend à faire confiance à la durée, à accepter que certaines œuvres nécessitent un long silence avant de voir le jour. Il comprend que la distance peut être fertile, que l'absence peut nourrir une présence plus intense dans l'imaginaire collectif. Dans le prochain chapitre, cette transformation intérieure trouvera une expression centrale. La compassion deviendra non plus seulement un sentiment, mais une force structurante, capable d'organiser une vision du monde et de porter une œuvre monumentale tournée vers la dignité humaine. La compassion comme force morale et politique. Au cœur de l'exil, une transformation décisive s'opère chez Victor Hugo. La compassion cesse d'être une simple émotion pour devenir une force structurante, presque une loi intérieure. Ce n'est plus seulement la pitié devant la souffrance d'autrui, mais une manière de penser le monde, de juger les institutions, de mesurer la valeur des actions humaines. Hugo comprend que sans compassion, la justice se durcit, la loi se déshumanise et la société se retourne contre ceux qu'elle devrait protéger. Cette évolution ne naît pas d'un idéalisme abstrait, elle s'enracine dans l'expérience vécue. L'exil a placé Hugo dans une position de vulnérabilité relative, suffisante pour lui faire ressentir ce que signifie dépendre de circonstances qui échappent au contrôle individuel. Il n'est pas misérable, mais il est déplacé, séparé, fragilisé. Cette situation le rapproche symboliquement de ceux dont la vie est marquée par l'instabilité permanente. Il ne les observe plus seulement de l'extérieur, il se sent lié à eux par une expérience commune de précarité morale. La compassion hugolienne se distingue par son exigence. Elle n'est jamais complaisante. Elle ne nie pas la responsabilité individuelle, mais elle refuse de réduire un être humain à ses fautes. Hugo s'oppose à une vision punitive du monde, où la sanction précède la compréhension. Pour lui, comprendre n'excuse pas tout, mais refuser de comprendre conduit à l'inhumanité. Cette nuance devient centrale dans sa pensée. Peu à peu, il perçoit que la souffrance sociale n'est pas le fruit du hasard ou de la fatalité, mais le résultat de structures, de choix politiques, de priorités collectives. La compassion devient alors politique, non parce qu'elle sert un programme, mais parce qu'elle interroge les fondements mêmes de l'ordre établi. Hugo ne se contente plus de déplorer la misère, il questionne les mécanismes qui la produisent et la perpétuent. Cette prise de conscience modifie son regard sur la loi. Il ne la voit plus comme une entité sacrée et intouchable, mais comme un outil humain, donc perfectible. Une loi qui ignore la souffrance qu'elle engendre perd sa légitimité morale. Cette idée, encore minoritaire, place Hugo en décalage avec une grande partie de son époque. Mais il accepte ce décalage. Il sait désormais que la fidélité à la dignité humaine peut exiger de s'opposer aux évidences dominantes. Dans son écriture, cette compassion se traduit par une attention accrue aux trajectoires individuelles. Hugo s'intéresse au moment où une vie bascule, où une décision, parfois minuscule, entraîne des conséquences irréversibles. Il explore les zones grises, les instants de faiblesse, les élans contrariés. Il refuse les jugements simplistes. Chaque personnage devient le produit d'un contexte, d'une histoire, d'une série de contraintes invisibles. Cette approche nourrit une vision profondément morale, mais jamais moralisatrice. Hugo ne prêche pas, il montre, il expose des situations où le lecteur est contraint de ressentir avant de juger. Cette stratégie est consciente, il sait que l'émotion peut ouvrir des brèches là où le raisonnement seul échoue. La compassion devient ainsi un vecteur de transformation intérieure pour celui qui lit ou écoute. La peur, ici encore, joue un rôle paradoxal. Hugo craint que la société moderne, obsédée par l'ordre et la productivité, perde toute capacité d'empathie.
Il redoute un monde où l'efficacité l'emporte sur l'humanité, où les individus deviennent des chiffres, des cas, des dossiers. Cette crainte nourrit son urgence d'écrire. Il sent que la compassion doit être défendue, réaffirmée, presque protégée contre l'érosion du temps. Dans cette perspective, l'écrivain se voit comme un passeur, non pas un sauveur, mais un médiateur entre des réalités qui s'ignorent. Il veut créer des ponts entre ceux qui souffrent et ceux qui décident, entre les marges et le centre. Cette ambition est immense, peut-être excessive, mais Hugo l'assume. Il sait que la littérature ne changera pas le monde seul, mais il est convaincu qu'elle peut changer des consciences. La compassion devient aussi une source de force personnelle. Elle donne à Hugo une stabilité intérieure face aux attaques, aux caricatures, aux incompréhensions. Lorsqu'il est critiqué, il se demande moins s'il a déplu que s'il est resté fidèle à cette exigence morale. Cette boussole intérieure l'aide à traverser les périodes de doute sans se renier. Ce bloc marque une maturation essentielle. Hugo ne se contente plus d'être un opposant ou un exilé, il devient un penseur de la dignité humaine, convaincu que toute société se juge à la manière dont elle traite ses plus faibles. Cette conviction ne restera pas théorique, elle trouvera bientôt une incarnation littéraire d'une ampleur inédite, dans une œuvre où la misère, la rédemption, la faute et la grâce s'entrelaceront pour former une fresque de l'âme humaine. Dans le prochain chapitre, cette compassion structurante prendra corps dans un roman monumental, conçu comme un acte de foi en l'homme malgré ses chutes et comme une accusation implacable contre les systèmes qui fabriquent la misère, une œuvre appelée à marquer durablement l'histoire de la littérature. Les Misérables ou l'âme humaine mise à nu. Avec Les Misérables, Victor Hugo ne cherche pas seulement à écrire un grand roman, il entreprend quelque chose de plus vaste, de plus risqué, une exploration totale de l'âme humaine confrontée à la misère, à la loi, à la faute et à la possibilité de rédemption. Cette œuvre naît d'une longue maturation intérieure, nourrie par l'exil, la réflexion morale et une observation aiguë des mécanismes sociaux. Hugo sait qu'il s'avance ici sur un terrain où la littérature devient jugement, témoignage et espérance tout à la fois. Ce roman ne s'organise pas autour d'un héros unique, mais autour d'une constellation de destins. Cette structure n'est pas fortuite, elle reflète la conviction profonde de Hugo que la misère n'est jamais isolée, qu'elle circule, se transmet, se transforme. Chaque personnage est à la fois une histoire singulière et le produit d'un système plus large. Hugo refuse la simplification, il montre comment une société peut fabriquer des coupables puis les punir pour ce qu'elle a elle-même engendré. Au cœur de cette fresque, une idée obsède l'écrivain. L'être humain ne se réduit jamais à ses actes les plus sombres. Hugo s'oppose frontalement à une vision définitive de la faute. Pour lui, condamner sans offrir de possibilité de transformation revient à nier l'humanité même de l'individu. Cette position n'est ni naïve ni indulgente, elle est exigeante car elle oblige à regarder la complexité morale là où la société préfère des catégories claires et rassurantes. La misère, telle que Hugo la décrit, n'est pas seulement matérielle, elle est aussi morale, affective, symbolique. Elle isole, déforme, enferme. Elle pousse à des choix que l'on juge ensuite sans tenir compte des contraintes invisibles qui les ont rendues presque inévitables. En donnant chair à ces contraintes, Hugo force le lecteur à déplacer son regard. Il ne s'agit plus de se demander qui est coupable, mais de comprendre comment une vie en arrive à basculer. Cette démarche exige une écriture ample, parfois démesurée. Hugo ne cherche pas l'économie de moyens, il accumule les détails, les digressions, les points de vue. Cette profusion n'est pas un excès gratuit, elle correspond à sa vision du réel. Le monde est trop complexe pour être réduit à une narration linéaire. Chaque détour éclaire un aspect du tout, chaque pause descriptive approfondit la compréhension de l'ensemble. Dans Les Misérables, la loi occupe une place centrale, presque oppressante. Hugo la montre dans sa rigidité, sa logique implacable, son indifférence aux trajectoires individuelles. La loi, lorsqu'elle est appliquée sans compassion, devient une machine qui broie au nom de l'ordre. Cette critique n'est pas abstraite, elle s'incarne dans des situations concrètes où l'obéissance aux règles entre en conflit direct avec la justice morale. Hugo ne donne pas de solution simple, il expose le dilemme dans toute sa brutalité. La peur traverse le roman sous multiples formes. Peur d'être arrêté, peur de retomber, peur de ne jamais échapper à son passé. Mais il existe aussi une autre peur, plus insidieuse, celle de faire confiance, de croire encore à la bonté possible. Hugo montre combien cette peur peut être paralysante, comment elle enferme les individus dans une identité figée.
La rédemption, lorsqu'elle advient, apparaît alors comme un acte de courage extrême, presque contre nature. La motivation profonde de Hugo en écrivant cette œuvre n'est pas de choquer, mais de réveiller. Il s'adresse à la conscience du lecteur, non à son goût du sensationnel. Il espère provoquer un inconfort salutaire, une remise en question durable. Lire Les Misérables, c'est accepter d'être dérangé, de voir ses certitudes fissurées. Cette exigence fait partie intégrante du projet. Hugo ne veut pas de lecteurs passifs, il veut des lecteurs impliqués. L'exil a joué un rôle déterminant dans la conception de ce roman. La distance a permis à Hugo de penser à grande échelle, de relier des destins individuels à des structures historiques et sociales. Il écrit depuis un ailleurs, mais pour un ici qu'il connaît intimement. Cette tension donne au texte une puissance singulière. Il est à la fois ancré et universel, situé et intemporel. Lorsque l'œuvre paraît, elle suscite des réactions contrastées. Certains saluent sa grandeur, d'autres dénoncent son audace, sa longueur, son engagement moral trop explicite. Hugo accueille ces réactions sans surprise. Il sait qu'une œuvre qui cherche à dire quelque chose d'essentiel ne peut faire l'unanimité. Pour lui, l'important n'est pas d'être applaudi, mais d'avoir posé des questions impossibles à ignorer. Avec Les Misérables, Victor Hugo atteint un point de non-retour. Il ne peut plus être perçu uniquement comme un écrivain de talent ou un chef de mouvement littéraire. Il devient une conscience qui interpelle, qui dérange, qui oblige à penser autrement la relation entre l'individu et la société. Cette position est lourde à porter, mais Hugo l'assume pleinement. Ce roman ne clôt pas son combat, il l'approfondit. En mettant l'âme humaine à nu, Hugo ouvre un espace où la littérature et la morale se rencontrent sans se confondre. Il montre que raconter des histoires peut être une manière de résister à l'humanité, de rappeler que chaque vie, aussi brisée soit-elle, porte en elle une possibilité de lumière. Dans le prochain chapitre, cette réflexion sur la loi et la justice se radicalisera encore. Hugo affrontera l'une des pratiques les plus controversées de son temps, révélant jusqu'où peut aller une société lorsqu'elle confond punition et justice et mettant en jeu sa propre voix contre une institution qu'il juge irréparable. La peur de l'injustice et la lutte contre la peine de mort. Après avoir exposé dans Les Misérables les ravages d'une justice sans compassion, Victor Hugo va plus loin encore. Il ne se contente plus de montrer les effets destructeurs de la loi lorsqu'elle se coupe de l'humain. Il s'attaque frontalement à ce qu'il considère comme son expression la plus irréversible et la plus effrayante, la peine de mort. Ce combat n'est pas un épisode secondaire de sa vie intellectuelle. Il devient l'un des axes les plus constants et les plus intransigeants de son engagement moral. Pour Hugo, la peine capitale représente une peur fondamentale, presque archaïque, celle d'une société qui s'arroge le droit de supprimer ce qu'elle prétend protéger, la vie humaine. Cette peur n'est pas abstraite, elle est nourrie par une réflexion profonde sur l'erreur judiciaire, sur l'irréversibilité de l'exécution, sur l'illusion d'une justice infaillible. Hugo comprend que là où la mort est infligée au nom de la loi, aucune réparation n'est possible. Ce qui l'effraie le plus n'est pas seulement l'acte de tuer, mais la froideur administrative qui l'entoure. La peine de mort, dans son fonctionnement, transforme l'exécution en procédure, en formalité presque banale. Cette normalisation de la violence lui paraît plus dangereuse encore que la violence elle-même. Elle anesthésie les consciences, rend l'horreur acceptable, presque invisible. Hugo y voit le signe d'une société qui a perdu le sens de la limite morale. Son opposition à la peine capitale repose sur une conviction centrale. Aucune institution humaine n'a le droit de se prétendre définitive. Or, la mort est définitive. En tuant, la société se ferme à toute possibilité de repentir, de transformation, de rédemption. Hugo ne nie pas la gravité des crimes, il ne minimise pas la souffrance des victimes, mais il refuse que cette souffrance serve de justification à une autre violence irréparable. Ce combat isole encore davantage Hugo. Beaucoup considèrent sa position comme excessive, irréaliste, voire dangereuse. On l'accuse de faiblesse, de sentimentalisme, de méconnaître les exigences de l'ordre social. Ces critiques ne le surprennent pas. Il sait que défendre la vie dans un contexte dominé par la peur du désordre exige une force morale considérable. Il accepte d'être incompris, convaincu que certaines vérités ne deviennent audibles qu'avec le temps. Dans ses textes et ses prises de parole, Hugo adopte une stratégie précise. Il ne se contente pas d'arguments juridiques ou philosophiques, il cherche à faire ressentir l'horreur. Il décrit l'attente, l'angoisse du condamné face à une mort programmée,
il place le lecteur ou l'auditeur dans une position inconfortable, l'obligeant à partager, ne serait-ce qu'un instant, cette peur absolue. Pour Hugo, l'émotion n'est pas un obstacle à la raison, elle en est souvent le point de départ. Cette lutte révèle une facette essentielle de sa personnalité, son refus de la fatalité. Hugo ne croit pas que la violence soit une donnée immuable de la nature humaine, il pense qu'elle est souvent le produit de structures injustes, de misère, d'ignorance. En abolissant la peine de mort, la société ferait un pas décisif vers une justice plus lucide, plus responsable, consciente de ses propres limites. La peur de l'injustice chez Hugo est donc indissociable de l'espoir. Il ne combat pas seulement contre quelque chose, mais pour une vision différente de l'avenir. Une société capable de renoncer à tuer en son nom serait selon lui une société plus forte, non plus faible. Cette idée va à l'encontre de nombreuses certitudes de son époque, mais Hugo persiste. Il sait que l'histoire avance souvent grâce à ceux qui osent penser l'impensable. Ce combat contre la peine de mort renforce encore sa stature publique. Hugo n'est plus seulement un écrivain engagé, il devient une référence morale, une voix que l'on ne peut ignorer, même lorsqu'on la rejette. Cette position est lourde à porter, elle expose à la caricature, à la récupération, à l'hostilité durable. Mais Hugo préfère ce poids à la tranquillité du silence. À mesure que les années passent, il comprend que ce combat dépassera sa propre existence. Il écrit pour un futur qu'il ne verra peut-être pas, pour des consciences encore à venir. Cette projection dans le temps est une source de force. Elle lui permet de supporter l'immobilisme du présent sans céder au découragement. Ce bloc marque une radicalisation morale. Hugo ne cherche plus seulement à révéler les injustices, il veut empêcher l'irréparable. En s'opposant à la peine de mort, il pose une question qui dépasse le cadre juridique. Jusqu'où peut une société aller sans perdre son âme ? Dans le prochain chapitre, cette voie morale va prendre une dimension encore plus visible. Hugo ne sera plus seulement un opposant ou un exilé combattant à distance, il deviendra une figure publique incontournable, une conscience nationale en formation dont la parole pèsera bien au-delà du champ littéraire. L'homme public, la conscience de la nation. À ce stade de sa vie, Victor Hugo n'est plus seulement un écrivain engagé, ni un exilé célèbre. Il devient progressivement une figure morale dont la parole dépasse les frontières de la littérature. Qu'il le veuille ou non, ces mots sont désormais attendus, scrutés, interprétés comme des prises de position qui engagent bien plus que sa personne. Hugo entre dans une dimension nouvelle, celle de l'homme public, dont la voix sert de repère dans un monde traversé par les doutes et les fractures. Cette transformation ne se fait pas sans ambivalence. Hugo n'a jamais cherché à devenir une autorité morale figée. Il se méfie des statuts de leur vivant, des rôles qui enferment et simplifient. Pourtant, il constate que le silence, à ce niveau de visibilité, aurait une portée tout aussi forte que la parole. Se taire serait interprété comme un renoncement. Parler devient alors un devoir, même lorsque la fatigue et le doute se font sentir. L'homme public qu'il devient n'est pas un tribun au sens classique. Hugo ne cherche pas l'effet immédiat ni l'adhésion facile. Sa parole est souvent exigeante, parfois dérangeante. Il refuse les slogans réducteurs. Il préfère la complexité, quitte à perdre une partie de son audience. Cette attitude renforce paradoxalement sa crédibilité. On ne peut pas toujours être d'accord avec Hugo, mais on ne peut pas douter de sa sincérité. Cette position lui confère un pouvoir singulier, celui de déplacer le centre du débat. Là où d'autres discutent de stratégie ou d'intérêt, Hugo ramène sans cesse la question de la dignité humaine. Il agit comme un rappel constant de ce qui devrait être au cœur de toute décision collective. Cette fonction n'est pas officielle, mais elle est reconnue, parfois malgré ceux qui la subissent. Hugo devient une sorte de conscience nationale informelle. Ce rôle, cependant, a un coût élevé. L'exposition permanente érode l'intimité. Chaque parole est susceptible d'être détournée, instrumentalisée. Hugo doit apprendre à vivre avec cette perte de contrôle. Il sait que ces mots ne lui appartiennent plus entièrement. Ils circulent, se transforment, servent parfois des causes qu'il n'aurait pas choisies. Cette dépossession est l'un des prix à payer pour parler à une échelle collective. La peur refait surface sous une forme nouvelle, la peur de la simplification. Hugo redoute d'être réduit à une image, à quelque position emblématique qui effacerait la complexité de sa pensée. Il lutte contre cette réduction en continuant à écrire, à nuancer, à approfondir.
L'œuvre devient alors un contrepoids à la figure publique. Là où le discours est nécessairement condensé, la littérature permet la profondeur. L'homme public ne remplace donc pas l'écrivain, il coexiste avec lui dans une tension permanente. Hugo apprend à naviguer entre ces deux registres, à accepter qu'ils se nourrissent autant qu'ils se contredisent. Cette tension est épuisante, mais elle est aussi féconde. Elle empêche la pensée de se figer, la parole de devenir dogmatique. À mesure que le temps passe, Hugo observe que sa voix est souvent invoquée dans des moments de crise. Lorsque les repères vacillent, on se tourne vers ceux qui ont su maintenir une ligne morale malgré les pressions. Cette reconnaissance tardive confirme ce qu'il pressentait depuis longtemps. La cohérence, plus que la popularité immédiate, construit une autorité durable. Mais Hugo refuse de se considérer comme un guide infaillible. Il rappelle sans cesse ses propres doutes, ses erreurs, ses contradictions. Cette humilité n'est pas feinte, elle est le fruit d'une vie passée à observer la fragilité humaine, y compris sa sienne. Il sait que se présenter comme un modèle absolu serait une trahison de tout ce qu'il a défendu. Ce bloc de sa vie marque l'aboutissement d'un parcours commencé dans l'incertitude et la solitude. L'enfant partagé entre des forces opposées est devenu une voix capable de rassembler sans uniformiser, de dénoncer sans haïr. Cette transformation n'est pas un triomphe personnel, mais le résultat d'une fidélité obstinée à quelques principes simples et exigeants, la dignité, la compassion, la responsabilité. Dans le prochain chapitre, cette reconnaissance publique atteindra son apogée. Hugo devra alors affronter une épreuve paradoxale, celle du retour, de la gloire et du mythe vivant, avec tout ce que cela implique de poids, de solitude et de vertige. Le retour, la gloire et le poids du mythe vivant. Lorsque Victor Hugo revient enfin sur la terre dont il a été séparé si longtemps, il ne retrouve pas seulement un pays, mais une image de lui-même devenue presque étrangère. Il n'est plus l'écrivain contesté ni l'exilé solitaire, il est désormais un symbole. La nation qu'il retrouve l'accueille comme une figure tutélaire, une incarnation vivante de valeurs qu'elle reconnaît, parfois tardivement, comme essentielles. Ce retour n'est pas une simple réintégration, c'est une métamorphose publique. La foule qui acclame Hugo ne célèbre pas seulement ses œuvres, elle célèbre ce qu'il représente, la fidélité à la parole donnée, la résistance à l'injustice, la constance morale face au renversement du pouvoir. Cette reconnaissance est massive, presque écrasante. Hugo ressent à la fois de la gratitude et un malaise profond. Être porté ainsi par l'admiration collective signifie aussi être figé dans une image qui ne laisse que peu de place au doute, à l'évolution, à la fragilité. Le mythe vivant est une position inconfortable. Hugo le comprend très vite. Chaque geste, chaque silence, chaque mot prononcé ou non est interprété, commenté, amplifié. Il n'est plus seulement un individu, mais un repère. Cette situation crée une distance nouvelle entre lui et les autres, y compris ceux qui l'admirent. La proximité affective est remplacée par une forme de vénération qui isole autant qu'elle honore. La gloire, telle que Hugo la vit à ce moment-là, n'a rien de grisant. Elle est lourde, presque oppressante. Elle impose une cohérence permanente, une exemplarité constante. Hugo sent qu'on ne lui pardonnerait plus certaines hésitations, certaines contradictions qui font pourtant partie de toute vie humaine. Cette pression nourrit une inquiétude sourde, celle de ne plus avoir le droit à l'erreur. Pourtant, Hugo refuse de se taire ou de se reposer sur son statut. Il continue à écrire, à intervenir, à questionner. Il sait que le mythe, s'il n'est pas alimenté par une parole vivante, se transforme rapidement en statue vide. Il choisit donc de rester fidèle à sa méthode, penser, douter, parler lorsque cela lui semble nécessaire. Cette fidélité est une manière de résister à sa propre sacralisation. Le retour est aussi l'occasion de confronter la réalité aux idéaux longtemps nourris à distance. La France qu'il retrouve n'est ni totalement conforme à ses espérances, ni entièrement étrangère. Elle est traversée de contradictions, de tensions non résolues, de progrès fragiles. Hugo observe ces réalités avec une lucidité tempérée par l'expérience. Il ne s'illusionne plus sur la rapidité du changement, mais il refuse le cynisme. La peur qui l'accompagne désormais est celle de l'instrumentalisation.
Hugo craint que son nom, son image, ses paroles soient utilisés pour légitimer des causes qu'il ne soutient pas pleinement. Cette crainte l'oblige à une vigilance constante. Il apprend à distinguer ce qu'il peut accepter de ce qu'il doit refuser, même au prix de l'incompréhension. Cette capacité à dire non malgré la gloire est l'un des derniers bastions de sa liberté. Le mythe vivant doit aussi affronter la solitude. Plus la reconnaissance est large, plus les relations authentiques se raréfient. Hugo ressent parfois la nostalgie des années d'exil, non pour la douleur qu'elle contenait, mais pour la simplicité des rapports humains qu'elle permettait. Cette nostalgie n'est pas un regret, mais une lucidité. La grandeur publique a toujours un revers intime. Dans ce contexte, Hugo réfléchit de plus en plus à la notion d'héritage. Il se demande ce qui restera lorsque la ferveur se dissipera, lorsque les foules se tourneront vers d'autres figures. Cette question n'est pas angoissante, elle est structurante. Elle l'incite à penser son œuvre non comme un monument figé, mais comme un ensemble de voix, d'idées, de récits, capables de continuer à agir sans lui. Le retour et la gloire marquent ainsi une étape paradoxale. Hugo est au sommet de la reconnaissance, mais aussi à un point de grande vulnérabilité intérieure. Il doit apprendre à habiter ce rôle sans y perdre, à accepter l'admiration sans se laisser renfermer par elle. Cette tension devient l'un de ses derniers grands combats, moins lisibles mais tout aussi exigeants que les précédents. Ce bloc montre que la réussite, loin d'être une fin, est souvent une nouvelle épreuve. Victor Hugo, devenu mythe vivant, continue pourtant d'avancer, guidé par la même exigence qu'il a portée depuis l'enfance, restez fidèle à la dignité humaine, même lorsque le monde vous place sur un piédestal. Dans le prochain chapitre, cette exigence sera confrontée à l'épreuve ultime du temps qui passe, de la vieillesse et de la face-à-face avec la mort, là où même les mythes doivent redevenir profondément humains. Vieillesse, solitude et dialogue avec la mort. Avec l'avancée de l'âge, Victor Hugo entre dans une période où le tumulte extérieur s'apaise sans jamais disparaître totalement, tandis que le dialogue intérieur devient plus intense, plus grave, parfois plus dépouillé. La vieillesse n'est pas pour lui un simple affaiblissement du corps. Elle est une transformation du regard, une lente modification de la relation au temps, à la mémoire et à la finitude. L'homme public demeure, mais derrière la figure reconnue se dessine de plus en plus nettement l'être humain confronté à ses limites. La solitude prend une place nouvelle. Elle n'est plus celle de l'exil ou de l'opposition, mais une solitude existentielle, liée à la disparition progressive des contemporains, des compagnons de route, des voix familières. Hugo voit s'éteindre autour de lui ceux avec qui il a partagé des combats, des espoirs, des conflits. Cette accumulation de pertes agit comme un rappel constant de la fragilité de toute existence, même la plus illustre. Il ressent le poids du temps non comme une abstraction, mais comme une présence quotidienne. La vieillesse confronte Hugo à une peur ancienne, longtemps tenue à distance par l'action et l'engagement, la peur de la mort. Cette peur n'est pas panique, mais lucide. Il ne craint pas seulement la fin de sa propre vie, mais l'extinction de la parole, le silence définitif. Pour un homme dont l'existence a été façonnée par les mots, cette perspective est vertigineuse. Il se demande ce qu'il advient des voix lorsque celui qui les porte disparaît. Plutôt que de fuir cette angoisse, Hugo choisit de l'affronter par l'écriture. La création devient un espace de dialogue avec la mort. Il n'écrit pas pour l'apprivoiser ou la nier, mais pour la regarder en face, sans illusion. Ces textes gagnent alors une gravité particulière, une simplicité parfois nouvelle. Le style se dépouille, non par appauvrissement, mais par concentration. Chaque mot semble peser avec la conscience aiguë de sa rareté. La mémoire occupe une place centrale dans cette période. Hugo revisite son passé, non pour s'y complaire, mais pour en comprendre les lignes de force. Les épisodes de l'enfance, les combats politiques, les œuvres majeures apparaissent comme des fragments d'un même mouvement. Cette relecture n'est pas nostalgique, elle est interrogative. Il se demande ce qui a compté, ce qui a résisté au temps, ce qui mérite encore d'être transmis. Dans cette introspection, Hugo reste fidèle à sa vision de l'humanité. Même face à la mort, il refuse le repli sur soi. Sa réflexion demeure tournée vers les autres, vers les générations à venir.
Il pense à ceux qui liront, qui écouteront, qui chercheront dans ces mots un éclairage sur leurs propres inquiétudes. Cette projection vers l'avenir lui donne une forme de sérénité. La mort n'est plus seulement une fin, mais un passage de relais. La solitude, paradoxalement, lui offre aussi un espace de liberté. Délivré en partie des attentes immédiates, Hugo peut se permettre une parole plus intérieure, moins soumise aux impératifs du débat public. Il écrit pour comprendre, non pour convaincre. Cette liberté tardive et précieuse, elle lui permet d'explorer des zones de doute, de fragilité, qu'il avait parfois tenues à distance dans les périodes de lutte active. La vieillesse révèle également une humilité nouvelle. Hugo, longtemps perçu comme une voix puissante et assurée, accepte désormais plus ouvertement l'incertitude. Il ne prétend plus avoir des réponses définitives. Il pose des questions, laisse des silences. Cette attitude n'affaiblit pas son message, elle le rend plus profondément humain. Elle montre que la grandeur ne réside pas dans la certitude, mais dans la capacité à continuer de chercher. Le dialogue avec la mort n'est donc pas un retrait du monde, mais une intensification du sens. Hugo comprend que chaque fin éclaire ce qui la précède. La conscience de la finitude donne une valeur accrue à chaque geste, à chaque mot. Cette lucidité nourrit une forme de paix, fragile mais réelle, née de l'acceptation plutôt que de la résignation. Ce bloc de sa vie montre un Victor Hugo dépouillé de certaines illusions, mais fidèle à l'essentiel. L'homme qui a tant parlé pour les autres apprend à écouter le silence sans s'y perdre. Il se prépare, consciemment ou non, à laisser derrière lui une œuvre qui devra désormais vivre sans sa présence. Dans le prochain et dernier chapitre, cette question de la survie des idées, des mots et des valeurs prendra toute son ampleur. Il ne s'agira plus de Victor Hugo vivant, mais de Victor Hugo après Victor Hugo, et de ce que son héritage continue de dire à ceux qui viennent après lui. Victor Hugo après Victor Hugo, l'héritage éternel. Lorsque Victor Hugo disparaît, quelque chose d'inhabituel se produit. Le silence ne s'installe pas. Au contraire, sa voix semble continuer à résonner, portée par ses textes, ses idées et les combats qu'il a menés. L'homme s'efface, mais l'œuvre demeure, vivante, active, parfois dérangeante. Hugo entre alors dans une autre forme d'existence, non plus biologique, mais symbolique. Il devient une présence durable dans la conscience collective. Cet héritage ne se réduit pas à une série de livres ou de poèmes. Il est avant tout une manière de regarder le monde. Hugo lègue une exigence, celle de ne jamais séparer la beauté de la justice, la littérature de la dignité humaine. Ces textes continuent de poser des questions fondamentales, non pas qu'ils apportent des réponses définitives, mais parce qu'ils refusent la facilité du cynisme ou de l'indifférence. Lire Hugo, c'est être invité à penser, encore et toujours. Après sa mort, son image évolue. Il devient un monument culturel, parfois simplifié, parfois figé. Cette transformation comporte un risque, celui de neutraliser la force subversive de sa pensée en la réduisant à une admiration consensuelle. Pourtant, chaque génération redécouvre un Hugo différent, tantôt poète de l'intime, tantôt écrivain politique, tantôt témoin des injustices sociales. Cette pluralité est le signe d'une œuvre vivante, capable de dialoguer avec des contextes changeants. L'héritage hugolien se manifeste aussi dans les combats qu'il a portés. La dignité des plus faibles, la critique de la peine de mort, la dénonciation de la misère, la défense de la liberté de conscience, autant de thèmes qui n'ont rien perdu de leur actualité. Hugo ne proposait pas des solutions techniques, mais une boussole morale. Cette boussole continue d'orienter les débats bien après lui, parfois sans que son nom soit explicitement invoqué. Ces personnages, eux aussi, survivent. Ils traversent le temps, parce qu'ils incarnent des dilemmes universels. La faute et la rédemption, la loi et la justice, la peur et le courage. Ils ne sont pas des figures idéales, mais des êtres traversés par des contradictions, à l'image de l'humanité elle-même. Cette humanité imparfaite est sans doute la clé de la longévité de son œuvre. On s'y reconnaît, même à distance. Victor Hugo laisse également un héritage de responsabilité pour les écrivains et les artistes. Il montre que la création n'est jamais neutre, qu'elle engage toujours une vision du monde. Sans imposer un modèle unique, il ouvre une voie, celle d'une parole qui n'a pas peur de se confronter au réel, même lorsqu'il est inconfortable. Cette leçon dépasse le cadre littéraire.
Elle concerne toute personne qui choisit de prendre la parole publiquement. Loin d'être un penseur figé dans son siècle, Hugo continue de dialoguer avec le présent. Ses textes sont relus, discutés, parfois contestés. Cette contestation elle-même est une forme de fidélité. Hugo n'a jamais voulu être unanimement approuvé, il a voulu provoquer une réflexion, un mouvement intérieur. Tant que ses œuvres suscitent des réactions, elles remplissent leur fonction. Ainsi, Victor Hugo après Victor Hugo n'est pas un souvenir paisible, mais une force active. Son héritage n'est pas un héritage de certitudes, mais de questions essentielles. Qu'est-ce qu'une société juste ? Jusqu'où va la responsabilité collective ? Quelle place accorder à la compassion sans renoncer à l'exigence morale ? Ces questions continuent de nous traverser, preuve que son œuvre n'appartient pas au passé, mais à un temps toujours en devenir. Hugo n'a pas cherché l'éternité, mais il a cherché la vérité humaine avec une intensité telle que ses mots ont dépassé sa propre vie. C'est peut-être là son héritage le plus profond, nous rappeler que la littérature, lorsqu'elle est portée par une exigence morale sincère, peut survivre à l'homme et continuer à éclairer ceux qui acceptent de l'écouter. Merci de vous être laissé accompagner dans ce long voyage à travers la vie, l'œuvre et l'héritage de Victor Hugo. Si cette histoire vous a touché, interpellé ou donné envie de relire ces textes avec un regard nouveau, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Votre soutien permet à ces récits de continuer à vivre et à être partagés. À très bientôt pour une nouvelle immersion dans l'histoire et les grandes consciences qui l'ont façonnée.